des vulnérabilités sur des sites, des sites, sur des sites et des plateformes légalement, entre parenthèses. Donc, vous êtes payé pour pirater des applications web. Nous verrons aussi la méthodologie de test d'intrusion au niveau des applications web, le reporting et une petite introduction au développement sécurisé qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans un prochain webinar, mais aussi ou dans un prochain Alpha Talks, mais aussi, et pourquoi pas au niveau d'une formation à part. Donc, une petite présentation de moi-même. Donc, je suis Hamza Kondar. Je suis MVP en sécurité des entreprises, ainsi que consultant et formateur en cybersécurité. Vous pouvez me joindre à tout moment pour n'importe quelle question ou remarque sur mon email personnel, qui est le suivant, sur Twitter ou encore sur LinkedIn. Vous pouvez toujours avoir une idée sur les nouveautés en termes de formation, mais aussi quelques articles relatifs à la sécurité informatique sur mon site conda.com. Pour commencer, le WASP ou Open Web Application Security Project est donc une communauté en ligne qui se charge de la sécurité au niveau des applications web. C'est une communauté donc qui est libre, mais aussi qui est ouverte et qui va pouvoir fournir différentes, donc aux administrateurs mais aussi aux entreprises, différentes méthodologies, outils et guides de référence afin de pouvoir mettre en place et contrôler un niveau de sécurité, le niveau de sécurité au niveau des applications web. Donc, on va rapidement jeter un petit coup d'œil sur le site de l'OASP. Donc, voilà, qui est le suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà au niveau de la petite partie en haut, on remarque les différentes, mais aussi en fait à gauche, on remarque les différentes catégories que l'OASP fournit. Donc, entre autres, le top 10 qu'on va pouvoir traiter, des guides de développement, des guides de test d'application et autres. Vous pouvez aussi avoir récupéré différentes informations qui vous seraient très utiles par rapport à la sécurité de votre application web, mais aussi des outils qui vont vous permettre de pouvoir tester la sécurité de ces applications-là. Par exemple, on va rapidement naviguer vers le top 10. Et comme vous pouvez le voir, on a le nouveau classement qui vient d'être mis en ligne, ainsi que les anciens classements que vous pouvez récupérer. Donc, on dispose aussi d'une autre panoplie de projets qui sont fournis au niveau de l'OAS. Donc, c'est surtout des guides, des méthodologies de test ou encore des outils. Donc, la liste des différents projets est vraiment longue, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, tout dépendra de votre besoin. Mais tout d'abord, jetons un petit coup d'œil sur les différents risques de sécurité au niveau des applications web. Donc, il faut savoir que l'OAS va pouvoir classifier et, va pouvoir aussi donc va pouvoir se baser sur une certaine approche. Donc, il y a une approche précise relative aux différents risques que va engendrer et les différents vecteurs qui vont pouvoir être exploités par un hacker par rapport à votre application web. Donc, les attaquants peuvent, entre autres, utiliser et exploiter différents chemins, donc différents vecteurs d'attaque, afin de pouvoir atteindre à votre activité ou, entre autres, à votre métier. Donc, chacun de ces chemins ou chacun de ces vecteurs d'attaque que va pouvoir emprunter un hacker peut être, selon le niveau de sécurité présent au sein de l'application web, facile ou plutôt compliqué. Donc, parfois, ces chemins nécessitent des connaissances ou ces vecteurs d'attaque nécessitent des connaissances qui sont assez élevées, donc qui sont c'est des attaques qui sont assez sophistiquées. Et selon ces exploitations-là, l'impact sera conséquent. Donc, dans un premier lieu, on a le hacker, donc la menace qui va pouvoir exploiter un vecteur d'attaque spécifique au niveau de notre application web.
En empruntant ce vecteur d'attaque, le hacker va pouvoir exploiter une vulnérabilité afin de pouvoir bypasser les contrôles de sécurité mis en place pour enfin impacter, donc avoir un impact technique sur votre entreprise, donc sur l'architecture web que vous êtes en train d'utiliser pour enfin avoir un impact métier sur votre entreprise. Donc, vous pouvez évaluer la probabilité relative à chaque agent de menace, vecteur d'attaque et vulnérabilité. Donc, il est combiné avec une estimation d'impact technique et financier au niveau, donc, par rapport à votre entreprise, sachant que chaque cas d'étude est spécifique à votre besoin et à votre champ d'opération. L'OAS va pouvoir donc classifier le risque en identifiant donc les risques les plus occurrents, donc les plus critiques, à partir d'une large étude effectuée avec plusieurs entreprises. Donc pour chacun de ces risques, l'OAS fournit des informations générales sur la probabilité et l'impact technique en utilisant le schéma d'évaluation suivant. Donc comme on remarque, on a les différents agents de menace qu'on a pu voir au niveau de la figure précédente, donc ils doivent être spécifiques à chaque infrastructure. Encore une fois, à chaque fois que vous voulez effectuer un test ou une analyse de vulnérabilité, il est très important de pouvoir effectuer une étude de votre besoin spécifique. Plus précisément, il faut essayer de pouvoir étudier votre besoin, étudier votre cas spécifiquement. Car jamais on va pouvoir retrouver la même classification, les mêmes vecteurs d'attaque, et j'en passe au niveau de toutes les applications sur le net. Donc après, on va pouvoir classifier le vecteur d'attaque comme facile, moyen ou difficile. La prévalence de la vulnérabilité comme très ou l'occurrence, donc très répandue, commune ou rare. La détection de vulnérabilité qui se fait facilement, moyennement ou difficilement. Et enfin l'impact technique qui va pouvoir être sévère, modéré ou encore mineur, sachant que l'impact métier que l'impact métier va pouvoir encore une fois être spécifique à l'application ou au métier. Encore une fois, il faut bien étudier votre existant, bien étudier votre application afin de pouvoir répondre convenablement à vos besoins en matière de sécurité informatique. Avant de passer à l'architecture de notre application web, donc nous allons revenir vers le site de l'OWASP. Plus précisément, nous allons aller vers le top 10. Voilà, comme ceci. Et on va voir le nouveau top 10 fourni par l'OWASP afin de vérifier les différentes informations qu'on a pu découvrir et voir la classification fournie par l'OWASP. Donc ça, c'est une première version, donc release, qui a été présentée. Et comme vous pouvez le voir, on dispose en fait des différents risques plausibles et donc la différente classification des risques ainsi que les différents points qu'on a pu discuter au niveau des slides. Donc, on a le top 10 des différentes applications et pour chaque application, on a la classification qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc, par rapport à l'exploitation de la vulnérabilité, à l'impact business, etc. Mais aussi une petite définition de la vulnérabilité, quelques exemples, références et comment pouvoir s'en protéger, mais aussi comment pouvoir détecter si vous êtes bel et bien vulnérable à la vulnérabilité ou pas. Donc, généralement, dans une architecture d'application web, nous retrouvons tout d'abord un client qui va pouvoir exploiter un navigateur Internet, que ce soit Mozilla Firefox, Internet Explorer ou bien Google Chrome. À travers ce navigateur, il va pouvoir effectuer des requêtes HTTP vers un serveur web qui lui sera sous Apache, IIS, Oracle ou autre. Donc, une petite parenthèse qu'on va pouvoir ouvrir au niveau de ce point. Quand on parle de sécurité des applications web, il n'y a pas que
l'application elle-même qui compte, mais c'est aussi l'environnement au niveau duquel l'application est déployée, mais aussi les différents composants qui sont intégrés en fait à ou plutôt qui sont exploités par l'application web, telles que des API, des librairies, et j'en passe. Donc, une fois que le client effectuera sa requête au niveau du serveur web, ce dernier qui contient ou sur lequel tourne notre application web va pouvoir récupérer les informations demandées par l'utilisateur à travers un serveur de données ou donc une base de données, donc un CGBD généralement, qui est un système de gestion de base de données qui peut être sous MySQL, Oracle, SQL Server ou autre. À partir de là, on a les informations qui seront récupérées par notre application web et enfin qui seront renvoyées à notre client. Donc, ceci est un exemple général d'une architecture donc typique d'application web qui peut bien sûr différer selon le cas d'étude, mais vraiment c'est l'exemple le plus basique sur lequel on peut se baser et le plus général au niveau des applications web. Au niveau de l'OWASP Top 10 2017, donc on remarque qu'au niveau de la première place, de la deuxième, mais aussi de la troisième, on a toujours en fait les mêmes vulnérabilités présentes depuis le top 10 au niveau de 2013, qui sont les vulnérabilités de type injection, donc injections qui ne sont pas obligatoirement des injections SQL, qu'on va pouvoir le voir au niveau des prochains slides. On a la gestion et l'authentification mal gérée au niveau de la deuxième place, et au niveau de la troisième, on retrouve toujours les failles de type XSS qu'on va pouvoir aussi découvrir au niveau des prochains slides. Au niveau de la quatrième du classement, donc, en fait, de la quatrième place, on retrouve donc au niveau de la version 2013 les références non sécurisées directes aux objets qui ont été remplacées dans la nouvelle version par la, la, les contrôles d'accès qui sont mal gérés. Au niveau de la cinquième place, on retrouve toujours les erreurs de configuration et l'exposition de données sensibles. Au niveau de la septième place, donc on retrouve encore une fois, tout ce qui est relatif aux fonctions de gestion, aux fonctions de contrôle d'accès. Au niveau de la version 2017, par contre, on retrouve des protections insuffisantes contre les attaques, chose qu'on va pouvoir développer plus en détail au niveau des slides de présentation des différentes vulnérabilités. Huitième position, toujours la CSRF ou le Cross-Site Request Forgery. L'utilisation de composants avec des vulnérabilités connues, malheureusement, c'est vraiment très très répandu. Et on en a discuté au niveau du slide précédent où on a dit et spécifié que c'est pas obligatoirement l'application qui va être vulnérable, mais on peut aussi avoir des cas qui sont très très répandus concernant l'exploitation donc de composants qui sont vulnérables, que ce soit au niveau du serveur sur lequel est déployée l'application, comme on va pouvoir le découvrir au niveau d'un de nos labs, donc on va découvrir ensemble, ou encore des librairies ou des API, comme au niveau de la 10e position, où l'application web va pouvoir exploiter et utiliser des API qui sont non protégées, ce qui va avoir un impact extrêmement critique sur cette application-là. Au niveau de la version 2013, par contre, on retrouve les redirections non validées au niveau de l'application web. Donc, tout d'abord, on retrouve les vulnérabilités de type injection. Donc, comme on l'a spécifié, c'est pas obligatoirement d'avoir des vulnérabilités qui sont du type injection SQL. Donc, il existe différents types d'injections. Donc, comme on a pu le découvrir au niveau des formations Hacking et Sécurité sur Alpha, donc il existe des injections de type SQL, NoSQL, XPath, LDAP et j'en passe. Donc, la vulnérabilité de type SQL injection, c'est donc la vulnérabilité la plus répandue et c'est pourquoi c'est celle au niveau de laquelle on va pouvoir c'est l'étude de cas qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc, entre autres, l'injection SQL est une injection aux vulnérabilités qui est due au contrôle des inputs, au manque de contrôle des inputs utilisateurs qui sont non validés. Donc, sachant que ce type d'injection est spécifique
aux applications qui interagissent donc avec des bases de données, donc ce qui va permettre de pouvoir exploiter des commandes SQL afin de pouvoir manipuler une base de données, spécifique afin de pouvoir, donc, injecter des données, les altérer, les supprimer, les récupérer tout simplement et les exploiter à notre avantage. Donc nous avons le petit exemple suivant de vulnérabilité de type SQL injection. Au niveau de ce dernier, donc on remarque la requête suivante qui est une requête extrêmement simple, donc où on va chercher le titre et le texte relatif à ce dernier à partir de la table news où l'ID concerne donc la variable ID qui sera passée en paramètre. Donc entre autres qu'on va pouvoir récupérer à partir des données qu'on va pouvoir récupérer à partir de la page fournie à l'utilisateur. Prenons juste l'exemple suivant. On va pouvoir modifier cette requête-là, où l'ID, on va spécifier l'ID qui sera 10, et on va ajouter le paramètre où 1 est égal à 1. C'est-à-dire qu'on aura au niveau de cette requête un retour qui sera toujours vrai. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement récupérer tout le contenu de la table vu que la condition sera toujours vraie ou toujours 1 est égal à 1. Donc l'injection SQL reste vraiment la faille la plus critique au niveau des vulnérabilités web, donc par rapport aux fréquences et surfaces d'exploitation. Donc les conséquences d'une faille SQL sont vraiment multiples, donc du contournement de formulaire d'authentification ou à la récupération complète de la base de données en passant par l'exécution de code arbitraire. Donc les exploitations peuvent varier d'une exploitation qui est vraiment très basique à très avancée. Donc, afin de pouvoir monter en compétences et pouvoir découvrir des exploitations avancées, je vous invite à suivre la formation Hacking et Sécurité niveau expert, volet vulnérabilité web. Nous avons aussi un deuxième exemple où nous allons pouvoir insérer au niveau de l'ID et de l'utilisateur la valeur, donc la valeur qui est encore une fois toujours vraie, où 1 est égal à 1. Donc le petit slash étoile va servir à vous pouvoir commenter tout ce qui vient après notre user ID afin de pouvoir donner plus de chances à l'exécution de la commande injectée. On va découvrir tout ça ensemble avec un petit exemple au niveau de notre lab. Donc, sous notre machine vulnérable WebGoat, on va donc pouvoir s'authentifier au niveau de cette dernière. Voilà, donc WebGoat. Ensuite, on va aller vers Injection Flows ou vulnérabilité de type injection, sachant encore une fois que, comme on l'a spécifié, les vulnérabilités de type injection ne sont pas spécifiques aux injections SQL, mais peuvent être aussi spécifiques à d'autres types d'injections, telles que des injections LDAP, des injections XPath, et j'en passe. Donc, encore une fois, si vous voulez aller beaucoup plus en détail concernant ces points-là, vous pouvez toujours suivre la formation Hacking et Sécurité volet expert, vulnérabilité web. Donc, on va se diriger vers String SQL Injection. Donc, au niveau de WebGoat, vous avez vraiment une panoplie de challenges que vous pouvez exploiter, sachant que ça reste vraiment beaucoup mieux que l'utilisation de machines, encore une fois, d'applications web vulnérables telles que DVWA ou DEM Vulnerable Web Application, qui restent vraiment très basiques pour l'apprentissage. Donc vraiment, WebGoat représente une bonne plateforme pour monter en compétences orientées application
orienté application, vulnérabilité des applications web. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on dispose d'un petit champ avec comme paramètre le nom. Donc, plus précisément, on doit récupérer selon les différentes instructions spécifiées toutes les tous les numéros de carte de crédit au niveau de la base de données. Donc tout d'abord, on remarque la, la requête suivante qui consiste à pouvoir récupérer toutes les informations à partir de la table user data où le nom est relatif à un paramètre qui est passé par l'utilisateur. Encore une fois, le problème est vraiment très clair, vu qu'on va pouvoir passer en paramètre une valeur sans pouvoir la contrôler et exploiter différents filtres de sécurité afin de pouvoir éviter ce genre d'injection qui est l'injection SQL. Donc on va effectuer notre test comme spécifié avec l'utilisateur Smith et comme vous pouvez le voir, on peut récupérer les différentes cartes de crédit relatives à ce dernier. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir récupérer les différentes informations, non pas relatives à l'utilisateur Smith, mais pour tous les utilisateurs qui sont présents au sein de la base de données. Donc pour ce, c'est vraiment très simple. Donc on va ajouter une petite apostrophe suivie par la valeur all. Donc 1 est égal à 1. Donc comme on a cité tout à l'heure, le but est de pouvoir fournir un résultat qui est toujours vrai afin de pouvoir récupérer tout le contenu de la base de données. Donc à chaque fois que notre requête va vouloir essayer au niveau de chaque enregistrement et tester la condition qui a été spécifiée, vu qu'elle trouvera à chaque fois que cette dernière est vraie, donc on va pouvoir retourner tout le contenu de la base de données. Donc ensuite, on rajoute les deux petits crochets afin de pouvoir, tirer, afin de pouvoir rendre tout ce qui vient après ce paramètre, enfin c'est pas ce paramètre, mais cette condition-là, qui est 1 est égal à 1, qui est tout sauf vrai, donc on va tout rendre, tout ce qui vient après, donc on va pouvoir le rendre en commentaire. Donc ce qui va pouvoir donner plus de chance à notre requête d'être exécutée. Et on va exécuter cette dernière. Donc là, on a oublié le petit apostrophe. Ah non, pardon, j'ai oublié, je me suis trompé de requête. Donc il faudra spécifier en fait un all. Voilà, donc la valeur qui est en string en fait. Et on va lancer notre requête, donc c'est toujours le cas. Donc on va lancer notre requête. Voilà, sans les espaces. Il y a un petit, donc je vais juste redémarrer l'application. Donc il y a un petit bug dessus. Donc admin functions. Voilà, refresh database. Donc yes. Voilà. On va revenir vers notre injection flows. Voilà, voilà, injection flows. Ensuite, string SQL injection. Et on va encore une fois utiliser notre utilisateur Smith avec la valeur for A est égal à A. Et on va lancer notre requête pour enfin récupérer toutes les informations relatives à notre utilisateur. En fait, pour être plus précis, je vais ouvrir le liftpad. En fait, la valeur qui va être récupérée dans ce sens, donc la nouvelle requête va être
La nouvelle requête va être la suivante, c'est-à-dire que au niveau du premier paramètre qu'on a spécifié, on a pu fermer donc la valeur concernant le last name, c'est-à-dire que last name, ça sera Smith, et on rajoute la condition or, c'est-à-dire où, donc plus précisément, où A est égal à 1, ce qui va toujours être vrai dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire que pour faire ceci, donc on a utilisé la valeur, en fait le paramètre Smith, suivi par notre OR et la valeur A égale à 1. Vu que à chaque fois, donc au niveau, comme vous pouvez le voir, au niveau de la requête, on va pouvoir fermer donc les guillemets de, au niveau de ce point-là. Donc, on va revenir au niveau de notre présentation pour ensuite parler de la gestion non sécurisée des sessions et au niveau de l'authentification. Donc, au niveau de cette dernière, donc, qui est entre autres relatif à la gestion de sessions, donc, qui peut être encore une fois, qui peut concerner l'interception au niveau des sessions, c'est-à-dire que simplement, au niveau du site qu'on est en train d'exploiter, on ne dispose pas de, de chiffrement, par exemple, au niveau du, au niveau du site, c'est-à-dire on n'a pas d'HTTPS au niveau de ce dernier, par exemple, ce qui va permettre à un attaquant de pouvoir effectuer des attaques de type session hijacking et donc usurper l'identité de l'utilisateur. Donc, plus précisément, ce qui va nous permettre de pouvoir exploiter des sessions valides et d'une manière extrêmement facile. Donc, ceci vient suite à une manipulation des paquets que l'utilisateur va pouvoir récupérer d'une manière extrêmement facile, vu que les paquets transitent en clair au niveau de la base de données. Donc, voilà. On va continuer alors au niveau du session hijacking qui va donc pouvoir être effectué grâce à une attaque de type man in a mill, par exemple, ou encore qui peut être combinée à des attaques de type injection SQL. Donc voilà, donc j'ai pu redémarrer la machine WebGoat. Donc on va essayer avec le paramètre qui est toujours vrai, 1 est égal à 1. Donc en effectuant un code sur, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre en commentaire tout ce qui vient après la condition qui est toujours vrai. Donc voilà, donc vous allez lorsque vous allez effectuer un challenge, donc vous pouvez vérifier tout d'abord si vous avez effectué un restart lesson afin de pouvoir reprendre l'exploitation donc de la vulnérabilité, ou simplement vous pouvez redémarrer, donc réexécuter la machine. Donc on va aussi réessayer avec l'autre paramètre, donc les autres paramètres qu'on a essayé tout à l'heure. Donc, et encore une fois, donc on a pu récupérer différents, toutes les informations contenues au niveau de la base de données. Donc voilà, maintenant que c'est fait, donc nous allons aller beaucoup plus en détail par rapport à la gestion non sécurisée de l'authentification et des sessions. Donc plus précisément, nous aurons un utilisateur qui va pouvoir et vouloir plutôt s'authentifier au niveau d'un serveur, chose qu'un hacker va vouloir plutôt exploiter en récupérant donc les différentes informations relatives à la session de cet utilisateur
là. Donc, entre autres, l'ID de session ou les différentes informations relatives à la connexion, donc les différentes informations confidentielles relatives à l'utilisateur qui va donc essayer de se connecter au serveur web. Donc, pour ce, donc, nous allons nous diriger vers Kali Linux. Donc, plus précisément, nous aurons au niveau de notre lab deux machines. Donc, ces deux machines, c'est ce que nous intéresse le plus. Donc, on va pouvoir exploiter un site qui est très connu dans notre zone, donc qui fait de la vente, donc c'est une sorte de supermarché virtuel, donc un site e-commerce très très utilisé. Donc, on va pouvoir tout d'abord récupérer l'adresse IP de notre machine cible. Voilà, donc qui est la suivante, donc 192, 168, 52, 140, et on va se diriger vers notre machine Kali Linux afin de pouvoir mettre en place notre attaque de type Man in the Middle. Donc pour ce, on va utiliser l'outil EtherCap, donc en mode graphique. Donc EtherCap va nous permettre de pouvoir effectuer notre attaque de type Man in the Middle. Donc tout d'abord, nous avons utilisé l'option Unified Sniffing au niveau de l'interface qu'on est en train d'utiliser, entre autres qui est l'interface est 0. On lance EtherCap. Et ensuite, on va aller vers host list, effectuer donc un scan en allant encore une fois vers host et scan for host afin de pouvoir récupérer tous les autres qui sont connectés au niveau du réseau. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est tout d'abord la passerelle qui est utilisée et ensuite notre victime. Donc, notre victime qui est le 192.168.52.140, donc qu'on va rajouter au niveau de target 2 et la passerelle qui est le 192.168.52.2. Donc, on va pouvoir rajouter en target 1. Donc, plus précisément, pour revenir au niveau du schéma qu'on a pu exposer, donc, on va pouvoir intercepter les différentes informations à partir de notre utilisateur. Donc, il est le 192.168.52.140 qui vise à se connecter vers le site HMOL en, en étant cette fois-ci le pivot de l'utilisateur vers le serveur. C'est-à-dire que n'importe quelle connexion à la place de pouvoir transiter par la passerelle, va pouvoir transiter par le hacker, entre autres nous, dans ce cas d'étude-là, avant d'aller vers le serveur web. Donc, on va revenir au niveau de notre lab et on va plus précisément aller vers l'option IMITM, Alt Positioning, Sniff Remote Connections et cliquer sur OK pour lancer notre attaque de type ARP Spoofing. Donc voilà, donc on a pu effectuer configurer notre outil afin qu'il puisse effectuer une attaque de type Man in the Middle. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement aller vers Start Sniffing. Et à partir de là, donc le sniffing va se faire d'une manière très très simple. Donc à partir de là, nous pouvons récupérer tous les mots de passe qui passent en clair et qui sont rentrés par l'utilisateur ou utiliser des modules man in the middle tels que URL snap afin de pouvoir sniffer tous les URL et récupérer tous les URL que l'utilisateur visite. Donc, par exemple, nous allons recharger notre site HMOA. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on a pu intercepter déjà la première requête. Voilà, voilà. Et on va essayer de pouvoir s'authentifier. On va essayer de se connecter. Et en récupérant déjà, si on revient au niveau de notre machine, on peut facilement récupérer toutes les requêtes qui ont été effectuées à partir de la machine de notre victime. On dispose aussi d'autres types d'outils qui vont nous permettre de pouvoir récupérer plusieurs informations
sur ce que fait plus précisément l'utilisateur, ou simplement nous pouvons juste lancer notre Wireshark d'une manière beaucoup plus simple. Là, on va attendre rapidement que ce dernier puisse se lancer. Et on va lancer tout simplement l'écoute au niveau de l'interface H0. Et à partir de là, toutes les données qui sont rentrées par l'utilisateur transiteront par ce dernier. Voilà, on va revenir vers notre machine Kali Linux et on peut facilement récupérer donc encore une fois toutes les informations qui ont été exploitées par l'utilisateur. Donc on peut aussi exploiter toutes les requêtes utilisées par l'utilisateur. Et à partir de là, donc on peut bien sûr effectuer n'importe quel type de manipulation, récupérer les différentes requêtes qui ont été utilisées par l'utilisateur, mais aussi récupérer les différents mots de passe qui ont été rentrés, comme on va pouvoir le voir tout de suite. Donc, bien sûr, lorsque vous essayez de chercher des mots de passe, donc la plupart du temps, vous allez pouvoir les retrouver dans des requêtes de type POST, et rarement on peut les récupérer à partir de requêtes en mode en mode get. Donc la plupart des applications de nos jours utilisent du post à la place du get. Et on revient maintenant vers les attaques du type cross-site scripting, plus précisément les attaques XSS, donc attaques XSS qui sont encore une fois relatives aux inputs utilisateurs, inputs qui sont mal gérés, encore une fois. Donc, la chose la plus importante lorsqu'on effectue des tests orientés, lorsqu'on est en train de coder, en train de tester la sécurité d'une application web, il ne faut jamais faire confiance aux inputs utilisateurs. Il faut faire très attention à ça. Et c'est les inputs utilisateurs qui vont pouvoir apporter un maximum de risques d'une application web. Donc, pour revenir au sujet de l'XSS, donc l'XSS est une vulnérabilité qui consiste à pouvoir injecter des scripts au niveau d'une page web. Donc, script qui peut être du JavaScript, du Java ou encore du Flash. Donc, la plupart du temps, les utilisateurs pensent que c'est simplement du JavaScript, mais ça peut être aussi des injections de scripts de type Java ou encore Flash. Donc, de nouvelles possibilités sont régulièrement découvertes, entre autres avec l'ascension de la technologie HTML, donc du langage HTML5. Donc, l'XSS permet de pouvoir voler des informations, d'usurper les sessions utilisateurs, de pouvoir exploiter des scripts malicieux ou encore d'effectuer des redirections, voire même de pouvoir exploiter des shells XSS pour une exploitation avancée. Donc, on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc voilà, on va le voir avec BIF. Donc, dans un premier lieu, on va aller vers notre WebGoat, encore une fois vers XSS, et on va simplement essayer de voir à quoi ressemble cette dernière. Donc rapidement, nous allons pouvoir tester si la faille existe avec un petit script qui va pouvoir lancer une petite alerte, donc avec le petit 1 qui va sortir. Donc c'est possible de pouvoir exécuter du code JavaScript sur la page. Donc plus précisément au niveau de cet exercice, le but est de pouvoir insérer un petit code HTML qui va pouvoir nous permettre de collecter les différents noms d'utilisateurs et mots de passe relatifs à l'utilisateur, donc, et pouvoir les passer en poste au niveau de l'URL suivant. Donc, je vous ai déjà préparé le petit script. Donc, sachant que
que sachant que on est en train de discuter en fait d'une exploitation qui est vraiment très simple, donc qui va vers l'exécution d'un petit code JavaScript, vers la mise en place d'un petit formulaire qui va nous permettre d'exploiter cette faille XSS pour des fins de phishing. Donc c'est pas simplement la faille n'est pas là simplement de l'exploitation pour de l'exploitation orientée injection de code JavaScript, donc exécution de code JavaScript, mais aussi de l'injection de forme au niveau de la page à des fins de phishing. Donc on va pouvoir récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur après avoir injecté ce formulaire au sein de la même page grâce au script suivant. Donc on va pouvoir effectuer ceci ensemble. Donc voilà, on va copier notre script. Voilà. Et on va le coller au sein de la page pour enfin retrouver donc le petit formulaire qu'on a pu créer et injecter. Donc il suffira maintenant de récupérer les différentes informations de l'utilisateur grâce à un petit script qui va simplement enregistrer et créer par exemple un fichier TXT qui va pouvoir enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe récupéré grâce à cette tentative de phishing. Donc on va revenir vers notre présentation avant de pouvoir passer à autre chose, afin de pouvoir découvrir tout d'abord le premier type qui est la Reflected XSS ou XSS réfléchi. Donc XSS réfléchi qui va permettre, donc qui déjà est relatif et qui peut être qualifié d'XSS non permanente, donc qui est vraiment la plus commune, donc qui consiste à pouvoir manipuler un lien, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours retrouver la même faille sur la page, donc ce n'est pas une XSS qui est permanente. Donc il faudra à partir de là que le hacker envoie un lien piégé à la victime, où cette dernière va pouvoir cliquer sur le lien, ce qui va permettre de récupérer donc la page demandée contenant le code injecté dans l'URL par le hacker. À partir de là, le code va pouvoir s'exécuter, vu qu'on va exécuter donc du code, on va injecter du code ou autre au niveau de la machine de la victime. À partir de là, les données seront envoyées aux pirates et ce sans que la victime puisse s'en rendre compte. Donc on a aussi un deuxième type qui est le type Stored XSS ou XSS permanente, donc qui est dans ce type de vulnérabilité. Se produit quand les données donc fournies par un utilisateur sont stockées sur un serveur, donc comme au niveau d'un livre d'or, et ensuite réaffichées sans que les caractères spéciaux HTML aient été encodés. Donc, au niveau de ces scénarios, le hacker va pouvoir trouver ou viser un site qui est déjà vulnérable aux vulnérabilités de type XSS. À partir de là, le pirate va injecter son code au niveau du site vulnérable et à chaque fois que la victime va pouvoir visiter le lien piégé, la page demandée aura et contiendra le code injecté par le hacker. À partir de là, le code est exécuté, donc ça dépendra de ce qu'il fait au niveau de la machine de la victime et les données seront envoyées aux pirates informatiques. Et pour être plus précis, donc ceci ne va pas pouvoir simplement concerner des petites exécutions de script et des récupérations d'informations confidentielles, mais ça peut aller jusqu'à le contrôle total au niveau de la machine enfin pas de la machine, mais plus précisément du navigateur de la victime, suite à l'injection du code malicieux au niveau de la page vulnérable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la victime va pouvoir récupérer ces informations du serveur, tel qu'à partir d'un livre d'or, qu'on va pouvoir le découvrir ensemble, donc le script malicieux va pouvoir être exécuté sur la machine de la victime, vu que les différentes données qui sont stockées vont contenir le script malicieux. Donc nous allons voir ça rapidement ensemble. Donc encore une fois, on va se diriger vers WebGoat, mais cette fois, nous allons donc utiliser un autre
un autre outil qui s'appelle BIF. Donc BIF est un shell d'exploitation avancée d'XSS. Donc autrement dit, on ne va pas exploiter l'XSS d'une manière vraiment très très simple, mais ce shell, ce BIF, donc cet outil-là, va nous permettre d'exploiter ce type de vulnérabilité d'une manière très très avancée et nous permettre de pouvoir contrôler d'une manière totale la machine, enfin la, plus précisément le navigateur de l'utilisateur. Donc on va créer un petit un petit poste. Donc on va nommer test par exemple. Et avant de pouvoir continuer, donc nous allons nous diriger vers notre invite commande. Donc là, on va fermer tout ça. Et on va lancer notre invite commande. Donc là, toutes les invites qui ont été lancées en même temps. Donc ce qui nous intéresse, c'est BIF. Donc encore une fois, BIF XSS. Donc on va pouvoir utiliser. Et on va copier le lien suivant pour accéder au panneau de configuration de ce dernier. Donc on va revenir vers WebGoat et plus précisément vers notre petit script malicieux, donc que vous pouvez récupérer à partir des différentes informations que vous aurez en output lorsque vous aurez lancé BIF. Nous allons donc coller ce code-là, donc ce script-là malicieux, et on peut simplement donc spécifier l'adresse IP de la machine qui héberge le script malicieux, donc 52.128. Vous pouvez aussi l'exécuter grâce à l'utilisation d'un petit script image ou autre, sachant que l'XSS peut aussi être injecté dans une image. Donc pour voir et aller plus en détail dans les exploitations XSS, vous pouvez toujours voir la formation Akine Sécurité, vulnérabilité exploitation avancée, donc les techniques avancées, où on exploite l'XSS donc dans toute sa grandeur et par rapport à toutes ces formes, donc plus précisément en utilisant des images ou encore des exploitations avancées de cette dernière. Donc en submittant donc, le petit message et en supposant que l'utilisateur va pouvoir naviguer au sein de ce dernier, donc c'est donc le 492 168 52, voilà, WebGoat. Donc on va pouvoir s'authentifier, aller vers le Closed Scripting, Stored XSS, voilà, on a notre petit message, donc on va rentrer dessus, et on va revenir vers notre machine Kali Linux, plus précisément au niveau de notre machine, au niveau de l'onglet où on a ouvert le panel de BIF, BIF qui va nous permettre de pouvoir exploiter encore une fois cet XSS d'une manière très avancée. Donc en allant vers l'onglet Online Browsers ou navigateur en ligne, donc nous pourrons récupérer et visualiser la machine qui a pu ouvrir le lien contenant notre script malicieux. Donc on peut récupérer plusieurs informations sur les systèmes d'exploitation, sur le navigateur qui est utilisé. Excusez-moi, voilà. Et on peut aussi exécuter des commandes, donc des commandes malicieuses et des exploitations avancées sur le navigateur, telles que la détection des différents modules qui sont utilisés par la victime, injecter des extensions Chrome afin de toujours pouvoir espionner la victime, prendre des screenshots ou encore envoyer des messages vocaux, utiliser des exploits
mais aussi manipuler et exécuter des exploits en utilisant le module Browser Autopwn de Metasploit qui permet de pouvoir toujours, donc de pouvoir tester tous les exploits relatifs, qui permet de toujours utiliser, de tester tous les exploits relatifs au, donc par rapport à la version qui est utilisée du navigateur web jusqu'à qu'un exploit puisse être exécuté. Donc, comme vous pouvez le voir, BIF nous permet de pouvoir exécuter d'une manière très avancée les différentes vulnérabilités de type XSS. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la formation Hacking Sécurité, les techniques avancées. Concernant la quatrième place, qui concerne le Broken Access Control, ou la gestion, donc la malgestion ou la gestion non sécurisée des contrôles d'accès, qui consiste à une non-restriction des droits et privilèges, donc qui est relatif à la problématique dans la gestion des accès, où l'utilisateur peut simplement effectuer une manipulation des différents paramètres, surtout dans un cadre de manque de fonctions de gestion de privilèges, ce qui permet à l'utilisateur, que ce soit une menace externe ou interne, d'avoir un accès complet à des données confidentielles et donc cet accès se retrouve compromis. La cinquième position est relative aux configurations non sécurisées. Plus précisément, c'est vraiment l'étape qui est la première étape qui doit être testée au niveau de chaque pentest ou audit qui va pouvoir être mise en place. Donc, surtout lorsqu'on discute des configurations par défaut ou encore les mots de passe par défaut et génériques présents sur le matériel. Donc, il faut toujours avoir une petite stratégie d'amélioration et de contrôle continu sur les différents périphériques composants du système d'information, vu qu'on peut toujours effectuer des erreurs relatives à la configuration utilisée au niveau du matériel sans pour autant s'en rendre compte. Sachant que tout est accessible sur Internet, il faut vraiment faire très attention aux, aux, euh, aux différents, aux différents périphériques dont vous disposez et qui sont accessibles depuis Internet. Petite démonstration, donc on va pouvoir découvrir ensemble le moteur de recherche Shodan. Donc le moteur de recherche Shodan est un moteur qui va répertorier tous les objets connectés à travers le monde, que ce soit serveur, que ce soit objet connecté, donc caméra de surveillance, ou encore montre connectée, voire même les différents contrôleurs industriels, serveurs, mais aussi machines, et j'en passe. Donc, on va tout d'abord explorer les différents systèmes qui sont connectés, donc, et qui connectés sur le net et qui ont pu être récupérés par Shodan. Donc, plus précisément, on retrouve des webcams, mais aussi Shodan permet aussi de répertorier euh, les différentes machines utilisant des mots de passe par défaut, ou encore permet aussi de pouvoir répertorier des systèmes de contrôle industriel, des bases de données, et j'en passe. Donc, sachant que Shodan est une base de données qui est CVE compatible, donc c'est-à-dire qu'on peut effectuer des recherches qui sont orientées CVE, c'est-à-dire qui sont orientées vulnérabilité spécifique. Donc, par exemple, on va aller vers Industrial Control Systems. Donc on remarque les différentes recherches qui peuvent être effectuées par protocole. Ou, par exemple, on va essayer de pouvoir visualiser les différentes machines ou objets connectés relatifs aux éoliennes de type Xerces. Donc, par exemple, on va prendre cette éolienne-là et comme vous pouvez le voir, cette dernière a pu être récupérée et reportée par Shodan et présentée dans la zone, publiquement au niveau de la zone de recherche. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment eu accès à quelque chose qui normalement ne devrait même pas être accessible via Internet. Donc là, on est déjà au niveau
du panel de contrôle. Bien sûr, il existe une zone de configuration qui utilise un mot de passe par défaut, mais éthiquement parlant, euh, nous allons pas pouvoir l'exploiter. Mais au niveau de Shodan, donc on dispose vraiment d'un outil qui va nous permettre de récupérer toutes les informations relatives ou périphériques qui sont connectés sur le net. À partir de là, s'il y a une mauvaise configuration ou les mots de passe par défaut qui sont laissés, donc je vous laisse imaginer ce qui peut être passé et ce qui peut se passer. Donc, afin de pouvoir vérifier déjà si votre machine est, euh, est présente au niveau de Shodan, vous pouvez tout simplement utiliser Shodan au niveau de Kali Linux. Donc, en utilisant la commande shodan myIP. Donc voilà, ça devrait retourner dans les quelques secondes. Voilà l'adresse IP. Et vous pouvez à partir de ce moment effectuer une recherche sur votre propre machine. Donc voilà, host, en utilisant la commande shodan host suivie par le nom d'hôte, ce qui va vous permettre de récupérer si votre machine est répertoriée. Donc oui, effectivement, ainsi que les ports qui sont ouverts au sein de cette dernière. Donc, nous allons aussi faire un autre test, toujours grâce à les lignes de commande shodan. Donc, voilà, shodan, suivi. Donc, supposons qu'on veut pouvoir répertorier et avoir le compte de tous les serveurs Microsoft IIS 6.0 qui sont toujours présents au sein du net. Donc, on va simplement utiliser shodan, la commande count, donc Microsoft IIS 6.0. Et simplement, donc, Shodan va pouvoir récupérer, donc effectuer une requête et nous récupérer le nombre de serveurs Microsoft IIS présents sur Internet, qui est de 580 763. On peut aussi, à partir de là, effectuer une recherche spécifique à un autre pour voir s'il est vulnérable. Donc oui, Shodan nous retourne aussi si l'hôte est vulnérable ou pas. Donc on va utiliser la commande suivante, donc Shodan host. Donc cet exemple est relatif à un hôte qui est vulnérable à une vulnérabilité de type Heartbleed, donc Heartbleed SSL. Donc, comme vous pouvez voir, on a l'hôte où il se situe, les ports ouverts, mais aussi les vulnérabilités relatives à l'hôte qui est relative donc à Heartbleed. Donc, prochainement, nous aurons un petit e-book qui sera disponible sur l'utilisation de Shodan d'une manière assez avancée, donc complète. Donc, il existe aussi une API qui permet de pouvoir développer des fonctions de Shodan et les utiliser dans ses propres applications grâce à l'API fournie donc Shodan qui nous permet de pouvoir exploiter ce dernier dans un contexte de dans un contexte de dans un contexte plus avancé donc de codage orienté Python, donc au développement applicatif. Donc on a aussi en sixième position l'exposition de données sensibles, donc soit grâce au main in the middle, lorsqu'on va utiliser, on va pouvoir intercepter différentes données, donc on va échanger au niveau d'un canal de communication non sécurisé. Donc généralement, on n'a même pas besoin de cryptanalyse. Il suffit juste de lancer Wireshark ou d'effectuer une attaque de type man in the middle afin de pouvoir récupérer toutes les informations qui vont pouvoir transiter au niveau du réseau. Donc, ceci ne concerne bien sûr pas que les protocoles qu'on va pouvoir utiliser, où le choix doit être minutieux et orienté sécurité qui doit être relatif à des protocoles. Donc, je souligne bien, les protocoles doivent être des protocoles sécurisés, doivent être des protocoles sûrs, mais peut aussi être relatifs aux différentes données qui sont présentes au sein de nos serveurs. C'est-à-dire que l'utilisateur peut récupérer des informations qui sont quand même assez confidentielles facilement grâce à Google, plus précisément en utilisant ce qu'on appelle les Google Docs. Donc, en naviguant vers le site Exploit Database, qui est un site qui va pouvoir récupérer toutes les informations, stocker en fait toutes les informations au niveau de sa base de données relatives à des exploits orienté sécurité informatique, donc on retrouve différentes catégories, les exploits qu'on peut exploiter à distance, des exploits relatifs aux applications web, locales ou d'escalade de privilèges, déni de service ou encore shellcode et différents papers de sécurité
qui sont restent vraiment très intéressants. Donc, en allant vers Google Hacking Database, on peut récupérer les différentes expressions qu'on peut utiliser afin de pouvoir récupérer des informations sensibles à travers les recherches sur Google. Donc, si votre entreprise est présente au niveau donc, des recherches que vous allez pouvoir effectuer grâce aux manipulations des différents paramètres avancés qui nous permettent de récupérer des informations non des informations confidentielles sur Google, donc sachez que c'est vraiment quelque chose de très très critique. Donc par exemple, on va prendre les filtres à utiliser par exemple pour trouver des fichiers qui contiennent des informations juteuses, entre des informations confidentielles. Donc par exemple des fichiers log, donc voilà des fichiers log MySQL que vous pouvez récupérer en effectuant une recherche donc grâce à la commande, enfin grâce au filtre suivant. Donc comme vous pouvez le voir, plusieurs sites exposent en fait ce type d'informations qui sont vraiment très très dangereuses et qui peuvent être exploitées par un hacker à des fins malicieuses. Donc on retrouve vraiment beaucoup de filtres, donc à la place de pouvoir tout analyser, de monter les filtres soi-même. Donc la Google Hacking Database présente sur Exploit Database nous permet de récupérer rapidement les différents filtres à utiliser pour chaque cas d'étude, donc voire même au niveau de la recherche de vulnérabilités spécifiques, comme vous pouvez le voir. Donc, on a différents filtres ainsi que les différentes descriptions relatives à ces titres-là, à ces filtres-là. En septième position, on retrouve l'insuffisance des mécanismes de protection, donc surtout que le durcissement système et réseau donc le durcissement d'application web reste insuffisant. Donc le durcissement qui consiste à pouvoir combler les différentes vulnérabilités qui sont présentes au sein de notre application web. Donc, il faut essayer de pouvoir penser beaucoup plus à la sécurité dès la conception et non pas de pouvoir durcir à chaque fois l'application. Donc, c'est très important de pouvoir avoir une approche préventive relative à la sécurité afin à la sécurité de l'application web afin qu'on puisse adopter une approche qui consiste à pouvoir sécuriser notre application avant même que cette dernière soit codée, c'est-à-dire dès sa conception, lors du choix des différents API qu'on va utiliser, lors du choix des différents composants qui sont relatifs à cette application web, telle que la plateforme sur laquelle on va pouvoir déployer cette application-là, etc. Les API exploitées, sans oublier de pouvoir toujours avoir une approche orientée veille qui va permettre de toujours être à jour par rapport aux différentes vulnérabilités qui sont relatives. Je rappelle qu'il faut toujours effectuer une veille relative au contexte sur lequel on opère par rapport à notre application web et toujours avoir une approche de patch management afin de pouvoir toujours résoudre ces vulnérabilités donc, qui est susceptible de surgir à chaque moment de la manière la plus simple possible. Et bien sûr, sans oublier l'importance des politiques de sécurité et de pouvoir toujours, encore une fois, rester en veille par rapport aux différents 0D qui peuvent surgir. 0D qui concernent les vulnérabilités qui sont vendus entre autres au niveau du marché noir et qui ne sont pas publiés au grand public. On retrouve aussi la faille de type Procedure Request Forgery qui permet de faire une action à notre utilisateur sans qu'il le sache, tel que faire supprimer des messages, changer des mots de passe, envoi d'un virement ou plus précisément ce type de vulnérabilité est exploité grâce au navigateur de l'utilisateur, sachant qu'une authentification est nécessaire afin de pouvoir exploiter ce genre de vulnérabilité. Donc, ce type d'exploitation ne nécessite pas beaucoup de compétences et nécessite simplement donc des compétences qui sont vraiment très moyennes afin de pouvoir utiliser ce
types de vulnérabilité. Donc, au niveau de cet exemple-là, le pirate va pouvoir donc envoyer un mail contenant un lien piégé à la victime. Donc, cette dernière va pouvoir exécuter la requête qui a été forgée par le pirate à son insu. Donc, le site va bien sûr pouvoir effectuer un retour donc avec une consultation standard de la page, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir vérifier si c'est vraiment l'utilisateur qui a effectué cette requête-là grâce à l'utilisation d'un token spécifique ou d'un token, donc d'un ticket spécifique de sécurité ou autre. Au niveau de la 9e place, on retrouve l'utilisation de composants vulnérables. Donc, il n'y a pas bien sûr que l'application, encore une fois, avec code qui importe, c'est aussi les composants qui sont connectés à l'application, qui sont tout aussi importants, donc, tels que les API, les librairies, les services utilisés, etc. Donc la veille et la récolte de vulnérabilité dans ce sens est extrêmement importante afin de pouvoir toujours éviter de toujours pouvoir éviter de pouvoir être la victime d'exploitation, surtout que ce genre de vulnérabilité, donc tel que donc les CVE qui signifient le Common Vulnerability Exposure, donc qui sont les vulnérabilités qui sont exposées directement au grand public, donc ce qui permet de pouvoir, de pouvoir permettre à des scripts kiddies, c'est-à-dire à des débutants, de simplement exécuter ces scripts sur votre application web sans avoir vraiment de compétences techniques qui sont avancées. Et enfin, nous avons en dernier point les API non protégées qui sont utilisées par les applications, qui peuvent contenir des vulnérabilités telles que des injections, des vulnérabilités orientées configuration, ou encore le manque de chiffrement, sachant que le manque de chiffrement est le type de vulnérabilité le plus présent au niveau des API qui sont utilisés par les différents utilisateurs. Sachant que l'utilisation de ces API se fait via des protocoles qui sont assez difficiles à être exploités, à être utilisés et sécurisés, et avec une expérience utilisateur qui est très faible. Donc, afin de pouvoir aller beaucoup plus en détail au niveau des API, l'exploitation des API ainsi que des services web, je vous invite à pouvoir suivre la formation Hacking et Sécurité vulnérabilité web afin de pouvoir jeter un coup d'œil et aller beaucoup plus en profondeur par rapport à l'utilisation des API non protégées. Et au niveau de cette formation, donc, on va beaucoup plus en détail et on exploite on effectue des exploitations qui sont quand même assez avancées concernant les API interconnectées à notre application web. Donc, quelques exemples de protocoles utilisés. Donc, on retrouve REST, JSON, XML ou encore Swagger. Donc, ou au niveau de ces derniers, c'est la partie tierce qui va gérer la sécurité, ce qui rend la chose extrêmement compliquée. Donc maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur les programmes Bug Bounty. Donc les programmes Bug Bounty qui consistent à pouvoir rechercher des vulnérabilités à travers une plateforme, c'est-à-dire qu'un hacker va être payé pour hacker des applications et donc trouver des vulnérabilités et les reporter. Donc légalement toujours, donc c'est du hack illégal si on peut le dire, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir sécuriser son application, donc son application en exploitant le concept de sécurité offensive, c'est-à-dire que c'est des hackers qui vont pouvoir essayer de pirater ces applications-là et à chaque fois qu'ils pourront trouver une faille, ils seront payés selon le degré de criticité de la faille. Donc, il part du concept que la meilleure défense reste l'attaque et, ce qui permet aussi une plus grande motivation pour monter en compétence, vu que les paiements relatifs à tout ce qui est trouvailles de vulnérabilité peuvent être vraiment très intéressantes. Donc, on a vraiment plusieurs plateformes qui proposent ce genre de service, telles que HackerOne ou encore Yogosha. Maintenant, nous allons passer à la méthodologie de pentesting des applications web. Donc, sachant que cette méthodologie a été
a été adopté et explicité en détail au niveau de la formation Hacking et Sécurité, vulnérabilité web. Donc, en remarquant trois principaux points au niveau de notre méthodologie de pentesting. Donc, dans un premier lieu, on a la découverte, suivie par l'assessment, donc la récolte d'informations, et enfin l'exploration ou l'exploitation, entre autres. Donc, tout d'abord, on va pouvoir effectuer une découverte de la plateforme web pour enfin découvrir les différents composants infrastructures de cette dernière et pouvoir comprendre comment elle fonctionne plus précisément. À partir de là, on va pouvoir établir la structure dans notre site et au niveau de la récolte, donc récolte principalement des différentes vulnérabilités potentielles, vu qu'on ne les a pas encore exploitées, nous pourrons identifier les différents inputs et outputs au niveau du site, sachant que ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir trouver des inputs qui sont vulnérables ou mal contrôlés. Donc, tout est relatif aux inputs et à la gestion de ces derniers. Ensuite, on va pouvoir découvrir des brèches au niveau de la logique exploitée, telles qu'au niveau de l'authentification ou autres. Donc, principalement, c'est des brèches qui sont relatifs, enfin non relatifs à des exploitations qui sont avancées, mais c'est généralement des détections qui se font très rapidement. Et enfin, nous allons pouvoir revoir le mécanisme d'authentification utilisé au niveau de l'application web. À partir de là, donc au niveau de la partie exploration, nous allons pouvoir identifier les points d'injection potentiels. On va ensuite pouvoir intercepter et modifier le trafic et enfin exécuter les différentes vulnérabilités qui sont spécifiques aux différents outputs qu'on a pu récupérer lors de toutes les étapes précédentes. Sans oublier que le reporting reste le point le plus important au niveau de votre travail, ce qui permet de pouvoir mettre en évidence les différentes clauses, c'est-à-dire que votre test d'intrusion, vous n'allez pas pouvoir le faire d'une manière aléatoire, mais vous allez pouvoir l'effectuer d'une manière légale avec le consentement de l'entreprise qui est qui va vous demander d'effectuer le test d'intrusion par exemple, et c'est surtout en fait de pouvoir avoir les différents aspects du côté légal, c'est-à-dire que une fois que vous serez mis d'accord sur les différents points relatifs au test d'intrusion, les différents points qui sont relatifs à la portée du test d'intrusion, donc ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire, ce que vous pouvez faire encore une fois et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc vous pouvez préparer votre rapport qui doit être surtout explicite de toutes les actions que vous allez faire et surtout relatif à une grammaire que vous aurez explicitée avant de pouvoir passer à la rédaction du rapport. Donc vous pouvez aussi suivre les différentes normes relatives au reporting, donc telles que les normes relatives à la PCI, ITIL ou encore COBILT, sachant que le rapport doit contenir toutes les informations que vous aurez trouvées avec prise d'écran, impact, classification du risque et j'en passe. Donc, au niveau de la formation avec une sécurité vulnérabilité web, donc on a pu construire un petit rapport orienté pentesting des applications web, donc avec toutes les étapes qui vont avec. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici, donc, dans un premier lieu, les différentes phases qui ont été pré-assignées au projet et qui ont été effectuées. Donc, chose qui doit être étudiée et mise en place lors du démarrage du projet. On a ensuite les différentes tâches qui vont être effectuées au niveau de chaque phase, donc relative au test d'intrusion, avec l'estimation de la durée approximative, comme vous pouvez le voir au niveau de la figure suivante.
Donc ensuite, il faut exposer de manière explicite les différentes étapes que vous avez pu suivre lors lors de votre méthodologie de test d'intrusion. Donc, cela dépendra encore une fois de votre approche. Donc, ce n'est pas une approche qui est générale. Donc, ce n'est pas une approche qui doit être calquée à chaque fois. Et tout dépendra de vous, tout dépendra de la situation, du type de la plateforme et j'en passe. Sans oublier bien sûr de pouvoir expliciter les différentes trouvailles que vous aurez pu récupérer avec les différents rapports relatifs à différents ports trouvés, avec les différents ports ouverts trouvés, avec les différents noms d'hôtes et j'en passe. Et bien sûr, exposer les différentes vulnérabilités, voire même exploitations que vous aurez effectuées au niveau de l'application web concernée. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est un petit exemple vraiment très très simple, mais au niveau de la formation donc relatif aux vulnérabilités web, on peut voir clairement en fait des exemples qui sont très très précis et réels. Donc, dernier point avant qu'on puisse finir ce Alpha Talk, c'est passer aux questions. Donc, il faut savoir que la sécurité informatique, plus précisément au niveau des applications web, ne doit pas simplement être gérée après avoir trouvé une vulnérabilité. Donc, comme on a spécifié, il faudra penser à avoir une approche préventive, c'est-à-dire qu'il faudra essayer de pouvoir mettre en place une approche sécurisée lors de la conception, voire même lors de la définition du besoin. Et à partir de là, nous pouvons suivre les différentes étapes afin de pouvoir, différentes étapes relatives au développement sécurisé, afin de pouvoir avoir une application sécurisée dès sa planification, donc sans sa conception. Donc, par exemple, donc on a les différentes étapes qui sont citées donc devant nous, qui sont relatifs au cycle de développement d'application, donc SDLC. Donc plus précisément, on a la première phase qui est la phase d'expression des différents besoins. On doit pouvoir étudier les différents besoins en sécurité, donc les différents besoins en sécurité dont on aura besoin, sans oublier de pouvoir effectuer une étude des différentes menaces qui peuvent subvenir par rapport à notre application, par rapport à notre application ou plateforme web. Donc le threat modeling, qui est une méthode qui a été développée par Microsoft dans le but d'intégrer la sécurité des designs. Donc cette modélisation permet d'intégrer toute une série de documents et de spécifications pouvant aider les développeurs et les testeurs dans un développement aussi bien agile qu'itératif. Donc, nous allons pouvoir traiter le développement sécurisé dans un Inform Talks, dans un prochain Inform Talks, dans un prochain épisode, et pourquoi pas avoir une formation complète sur le développement sécurisé en Java ou en PHP par exemple. Au niveau de la phase de design, toujours on doit effectuer notre threat modeling, mais aussi effectuer toujours effectuer une analyse et un design d'architecture sécurisée. Donc l'architecture qu'on va pouvoir utiliser au niveau de notre application web, sachant qu'elle doit prendre en considération tous les aspects relatifs à notre application, c'est-à-dire plateforme sur laquelle elle va être déployée, c'est-à-dire, encore une fois, là, les différents API qui vont être utilisés, les différentes librairies, et j'en passe. Au niveau du coding, on doit donc effectuer de manière continuelle une analyse statique, mais aussi dynamique en utilisant des outils spécialisés dans l'analyse de code sécurisé, tout en suivant des méthodologies de développement sécurisé, telles que ceux fournis par l'OWASP, par le CWE, pour le Common Weakness Exposure, mais aussi la PCI ou encore la CERT Division. Au niveau des phases d'intégration, de validation et de production, il est nécessaire de pouvoir toujours effectuer des tests d'intrusion, des tests relatifs à la sécurité, tels que des stress testing, ou encore vérifier la configuration à ce qu'elle soit le plus sécurisée possible.
Donc à partir de là, donc on a pu discuter rapidement des différentes vulnérabilités présentes de le top 10 2017 de l'OWASP, donc que vous pouvez approfondir en suivant la formation Hacking et Sécurité, Vulnérabilité Web ou Hacking et Sécurité des techniques avancées, où l'on traite ces vulnérabilités-là cas par cas d'une manière très avancée. Nous aurons aussi la chance de pouvoir découvrir ensemble d'autres épisodes. On va découvrir chaque faille d'une manière à part, avec une exploitation qui est assez avancée par rapport à chacune. Et donc, je vous invite à pouvoir approfondir vos connaissances en suivant la formation présente sur alphaform.com. Donc prochainement, il y aura un petit challenge CTF, donc ce vendredi à 21h jusqu'à dimanche 21h, plus précisément un CTF au Capture the Flag, est une compétition qui consiste à pouvoir effectuer des challenges de hacking et sécurité. Donc, vous pouvez participer, bien sûr, la participation est gratuite pour le challenge en vous inscrivant sur la page suivante. Et à partir de là, vous pourrez donc vous préparer à ces challenges de hacking là en suivant les formations présentes sur alform.com. Donc vous pouvez visiter le blog, donc blog.alform.com, pour savoir ce dont vous aurez besoin afin de pouvoir participer à ce CTF, sachant que le premier prix est un voucher pour passer la certification CEH version 9, c'est-à-dire que c'est le passage de la formation est gratuit, le passage de la formation est gratuit et prépayé par Alform si vous êtes le premier au niveau du classement. Le deuxième reçoit un Raspberry, donc il existe d'autres cadeaux que vous pouvez récupérer. Donc vous pouvez voir voir la liste des différents lots à gagner sur le blog d'Alform, donc blog.alform.com. Prochainement aussi, donc dans une dizaine de jours, donc j'espère, le deuxième tome de la CompTIA Security Plus. Et grosse surprise, donc suite au deuxième tome de la CompTIA Security Plus, nous pourrons découvrir la formation Certified Network Defender, donc la toute nouvelle formation présentée par l'EC Council. Donc je vous dis merci de votre confiance, merci de votre suivi, et si vous avez une question, donc n'hésitez pas à me la poser dans l'onglet relatif aux questions. Donc pour répondre à Ismaël qui nous demande si cette formation est enregistrée, donc oui, bien sûr, elle est enregistrée et vous pouvez récupérer le replay dès demain, ainsi que visualiser le replay de tous les épisodes d'Alform Talks, des différents webinars que j'ai pu effectuer. Donc au niveau du blog d'Alform, donc vous pourrez trouver les différentes informations. Donc voilà, Enrique nous demande au niveau des attaques MITM, donc Main in the Middle, si le mot de passe est récupérable seulement en mode poste, quel est le chiffrement utilisé par poste afin de voir le mot de passe en clair? J'ai pas bien compris ta question, Enrique. Donc, si tu peux la reformuler, parce que tu as dit en fait au début que si le mot de passe est récupérable seulement au mot de poste, en fait le mot de passe il n'est pas récupéré seulement de mot de poste. Donc, j'ai dit que la méthode poste est la méthode qui est la plus utilisée donc au niveau de l'envoi des mots de passe. Donc, les mots de passe ne sont c'est rare que tu trouves des sites qui vont pouvoir exploiter du get pour envoyer des mots de passe, donc c'est vraiment très rare. Donc la plupart du temps, dans 90% des cas, on retrouve le mot de passe qui est envoyé en poste. Donc le mot de passe, bien sûr, s'il n'y a pas de protection, donc d'HTTPS par exemple, on ne peut pas utiliser, il n'y a pas, donc on peut pas, pardon, donc j'ai perdu le fil. Donc rapidement, donc la plupart des mots de passe sont envoyés en poste. Donc s'il n'y a pas utilisation d'HTTPS, les mots de passe sont envoyés en clair au sein du réseau, c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer tes mots de passe, n'importe qui
peut effectuer donc, des attaques de type session hijacking contre toi, etc. Donc, afin de pouvoir sécuriser l'envoi des messages en clair, l'envoi des messages en clair au niveau du réseau, l'envoi des messages en clair au niveau du réseau. Donc, il est nécessaire de pouvoir utiliser de l'HTTPS, mais même au niveau de ces derniers, donc on retrouve des vulnérabilités orientées protocole SSL, donc plus précisément l'utilisation de l'SSL strip. Donc, vous pouvez voir l'exploitation de cette vulnérabilité-là, qui est orientée HTTPS au niveau de la formation, encore une fois, hacking et sécurité, vulnérabilité web. Donc, vulnérabilité web, ce qui reste très ambigu. Donc, bien sûr, il y a des protocoles beaucoup plus sécurisés. Et ce que je peux te conseiller, c'est quand tu utilises des plateformes qui nécessitent une authentification, essaie de toujours passer par un VPN, surtout quand tu es au niveau d'espace public. Donc, Joël donc, nous fait part de ses remarques positives sur Alpha, donc on vous remercie aussi. Donc, les réductions, oui, il y a souvent des réductions. Donc, il y a une réduction en fait qui est continue et, et qui, euh, qui peut être utilisée grâce à la, grâce au coupon Hamza K40, donc Hamza K40, où tu peux avoir une réduction de 40% sur toutes les formations relatives, au hacking, et sécurité. Donc, tu as 40% continuellement grâce à ce coupon. Bien sûr, ce n'est pas cumulable, donc en période d'autres réductions, tu ne peux pas utiliser en fait deux coupons de réduction en même temps. Donc ensuite, Zachariah nous demande s'il existe un moyen d'empêcher le référencement de sa machine sur Shodan. Donc, alors oui, c'est vraiment très facile de pouvoir les stopper. Donc, il suffit de stopper et de pouvoir stopper donc les bots relatifs à Shodan. Donc je vais t'envoyer tout de suite. Donc je vais partager avec vous le lien qui contient en fait les différents les différentes adresses IP des différents bots utilisés par Shodan et qui vont vous permettre donc de bloquer le référencement de vos machines sur ce dernier. Donc essayez de pouvoir stopper les adresses IP relatives aux bots de Shodan. Donc, je vous ai envoyé le lien relatif aux différents bots, donc qui contient les différents bots de Shodan. Donc, vous pouvez aussi retrouver au niveau du groupe sur Facebook, donc Alform Hacking Forum sur Facebook. Donc, Enrique nous demande, y a-t-il un niveau sur équipe pour participer au CTF ce vendredi pour un débutant comme moi? Alors oui, Enrique, c'est possible que tu puisses bien sûr passer le CTF, donc même si tu es débutant. Donc il suffit si tu as suivi les formations hacking et sécurité sur Alform, donc surtout hacking et sécurité essentielle, technique avancée, ainsi que les différentes autres formations qui ont été exposées sur le blog et qui vous permettent de pouvoir vous préparer au CTF. Donc vous pouvez bien sûr répondre au CTF convenablement. Donc, vu que ces derniers sont surtout là pour valider vos connaissances par rapport aux différentes formations qui ont été et qui sont présentes au sein d'Alform. Donc, comme là, il nous demande, est-ce qu'il y aura des Alform Talks qui vont nous donner des informations, liens, procédures nécessaires pour pouvoir passer les examens de certification? Alors oui, donc il y aura des Alpha Talk, mais ça sera pas sous forme d'Alpha Talk, ça sera une petite surprise.
Donc, je vais la garder jusqu'à son annonce. Mais oui, il y aura des préparations de certification. Mais déjà, avec les formations qui sont présentes sur Alphorm, donc au niveau des formations à la préparation de certification, c'est vraiment largement suffisant pour passer les différentes certifications haut la main. Donc, prochaine question. Hum, voilà. Fabrice nous demande si les formations en hacking et sécurité présentes sur Alform préparent-ils à l'OSCP. Alors oui, Fabrice, si tu suis convenablement les formations en hacking et sécurité qui sont présentes sur Alform, alors vraiment, tu as largement largement les compétences requises pour passer la certification OSCP. Donc Serge nous demande il voudrait savoir si les tests de pénétration se font juste sur des sites non sécurisés. Donc tout à l'heure dans le lab, on a effectué sur un site où il n'y avait pas d'HTTPS. Alors oui, c'était fait exprès en fait pour le lab, vu qu'on était, comment dire, vu qu'on était en train d'exposer des vulnérabilités relatives au top 10 de l'OAS, donc relatifs à des cas qui sont les plus présents sur Internet. Donc, en naviguant sur le net, tu peux déjà vérifier. Donc, sur Internet, il y a vraiment des sites qui sont très très utilisés par les utilisateurs et malgré tout et malheureusement, ils ne sont toujours pas sécurisés. Et ils utilisent toujours de l'HTTP, donc il y a même des sites e-commerce comme on a pu le voir. Et bien sûr, il existe des attaques sur l'HTTPS, donc par exemple en utilisant l'outil SSS Trip. Donc il existe aussi d'autres exploitations que tu peux découvrir au niveau de la formation hacking et sécurité, vulnérabilité web. Et donc Enrique, encore une fois pour ta question concernant ta question par rapport au paiement, donc je te redirige en fait vers tu peux contacter en fait l'équipe donc chargée de ce volet-là afin de pouvoir avoir plus d'informations dans ce sens. Voilà. Prochaine question. Donc, Roger nous demande quelle formation hacking sécurité suivre pour un développeur Java. Donc, alors, en fait, Roger, il faut savoir que au niveau des vulnérabilités, donc c'est vraiment très commun et non pas spécifique à un certain langage de programmation. Donc, par exemple, au niveau de Java, on retrouve des vulnérabilités, bien sûr, qui sont spécifiques à ce dernier, telles que l'exploitation de la GVM, donc la Java Virtual Machine, ou encore l'exploitation par rapport à des librairies ou des API spécifiques à Java. Alors oui, mais dans la plupart du temps, on retrouve la plupart des failles qui vont être encore et encore présentes par rapport à différents langages, donc les vulnérabilités de type injection, XSS, CSRF et j'en passe. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est tout d'abord de voir la formation Hacking et Sécurité, l'essentiel, et ensuite passer directement, après avoir vu bien sûr les techniques avancées aussi, aux vulnérabilités web. Donc, ça va te permettre d'avoir un background nécessaire pour le test de sécurité de tes applications, si bien sûr on parle de la même chose, donc relative aux applications Java J2E, et non pas qui sont relatifs simplement à du Java basique. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, si tu peux me donner plus de précision, si j'ai pas bien répondu, sinon c'est OK. Euh, donc, prochaine question. Donc, comme là nous demande en fait le lien pour pouvoir télécharger WebCode. Donc, WebCode, et vous pouvez le télécharger du site officiel tout simplement, ou bien du répertoire
sur GitHub, donc une petite recherche sur Google et vous pourrez récupérer directement les différentes informations relatives à WebGoat. Donc, Mohamed Aïssa nous demande si s'il veut en fait auditer une application web et si on le conseille de pouvoir utiliser DVWA, donc Dame Vulnerability Web Application. Donc encore une fois, ça dépendra de ton niveau, ça dépendra de tes objectifs, ça dépendra de ce que tu vises et autres. Donc DVWA, c'est bien pour commencer, c'est bien pour un débutant, mais pour progresser, donc je te conseille d'utiliser WebGoat. Donc DVWA, c'est bien pour commencer, c'est très très basique, donc c'est la base de la base. Ensuite, essaie de pouvoir passer à WebGoat, qui est tout aussi intéressante avec des exploitations très très avancées. C'est vraiment un point à ne pas négliger. Donc WebGoat est vraiment une application vulnérable qui peut être très très intéressante pour monter en compétences, contrairement à DVWA qui est très très limité. Donc Enrique nous demande pour un site propulsé par WordPress et dans quelles on trouve des vulnérabilités, quel est le meilleur conseil à suivre afin d'éviter ces vulnérabilités. Donc encore une fois Enrique, tout dépend où se trouve plus précisément la vulnérabilité, si c'est un module que tu as codé toi-même, si c'est relatif, à un module que tu as téléchargé et que tu utilises, et j'en passe. Donc, bien sûr, tu peux utiliser des outils pour trouver ces vulnérabilités d'une manière, ou pardon, avant d'oublier, par rapport aussi au thème que tu utilises. Donc, tu peux utiliser des outils qui vont pouvoir t'aider à trouver facilement ce type de vulnérabilité, tels que WPScan, donc dans le cadre d'un WordPress. Pour sécuriser, bien sûr, tu peux utiliser d'autres modules de sécurité donc sous WordPress, tels que Items Security, qui va, qui va te permettre de trouver les différentes vulnérabilités, mais aussi les différentes vulnérabilités, mais aussi les différentes vulnérabilités, mais aussi les différents correctifs relatifs à la configuration sécurisée de ton WordPress. Donc Fabrice nous demande si on a pu tester Metasploitable 3. Alors oui, donc j'ai pu le tester, c'est vraiment excellent, mais ça répond pas toujours en fait aux besoins d'apprentissage ont besoin d'apprentissage basique, mais bien sûr en montant en compétence, c'est de plus en plus intéressant. Et en fait, je suis en train de vous écrire un article sur l'utilisation de Metasploitable 3, donc qui contient vraiment beaucoup de nouveaux services vulnérables qui sont très à jour par rapport à Metasploitable 2, donc qui est vraiment quand même très ancien. Et donc je vais pouvoir vous faire, enfin je suis en train déjà d'écrire l'article, donc vous pourrez voir prochainement l'article. Peut-être bien que je ferai aussi une vidéo sur Metasploitable 3. Donc prochaine question. Donc, comme là, donc je vais essayer de voir tes emails. Donc, j'ai pas reçu, mais je vais essayer de revérifier. Peut-être que je n'ai pas vu et je te fais un retour sur tes, sur tes emails. Voilà, prochaine question. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, si vous avez plus de questions, si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, si vous avez des remarques, vous pouvez toujours rejoindre le groupe sur Facebook, donc Alforum Hacking Forum, donc sur Facebook, et vous pouvez nous faire part de vos remarques, mais aussi si vous avez des questions et autres. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, encore une fois, Alforum
Hacking, Alforum Hacking Forum, donc présent sur Facebook. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et donc je vous dis merci de votre confiance et merci de votre suivi. Et au prochain Alforum Talks.